Vous ouvrez les yeux pour la première fois. Nous sommes au Québec dans les années 1950. Malheureusement, vos parents ne sont pas mariés, et ça ne plaît pas. À peine votre première respiration ayant rempli vos poumons, voilà qu'on vous arrache à votre mère. Vous ne la reverrez jamais. Baptisés dans la foulée, vos premières heures, vous ne les passerez pas dans les bras de votre mère. Mais c'est directement dans une crèche bondée qu'on vous envoie. Des enfants comme vous, il y en a des centaines et des centaines. On vous a dit que l'endroit où vous serez serait un refuge, un lieu de soins, mais vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend derrière ces murs. Grandissant dans un cadre complexe, voilà que vous tombez sur de mauvaises personnes. Les médecins falsifient vos dossiers et vous voilà prêt à rejoindre un hôpital psychiatrique, sans aucune raison valable. Vous avez 8 ans. On finit par vous faire comprendre que vous êtes malade, bête, retardé, différent des autres enfants. Pourtant, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez comme n'importe quel enfant de votre âge. Mais à partir de ce jour, tout change. Les religieuses qui vous entourent, les médecins qui vous observent, ne sont plus là pour prendre soin de vous. En réalité, vous et des milliers d'autres enfants du Québec allez être internés, maltraités, oubliés, sous le prétexte d'une maladie mentale que vous n'avez jamais eue. Et tout cela dans le silence complice de l'État et de l'Église. Dans cette vidéo, nous allons parler des orphelins de Duplessis, aussi appelés enfants de Duplessis, victimes d'un système cruel dans lequel on mentait et on falsifiait les dossiers médicaux, et ce afin qu'ils puissent être internés illégalement simplement pour que l'État et l'Église gagnent de l'argent. Ok, pour commencer, il faut d'abord poser le contexte de ce qui deviendra le plus gros scandale lié à la santé mentale au Québec. Dans les années 40-50 et donc avant la Révolution tranquille de 1960 au Québec, l'État n'était pas autant séparé de l'Église. À cette époque, l'Église catholique gérait une bonne partie des services sociaux. Il s'occupait de personnes vivant dans la pauvreté, s'occupait des orphelinats, d'écoles, etc. Et c'est dans ce système majoritairement dirigé par l'Église que de très nombreux nouveau-nés vont être arrachés à leur mère. Principalement ceux nés hors mariage, jugés comme enfants du péché par la morale catholique de l'époque. À cette époque, accoucher d'un enfant hors mariage était un sujet très tabou, et à peine la mère avait accouché que l'enfant lui était retiré, placé dans un petit ascenseur et était envoyé se faire baptiser. Ces mères, déjà stigmatisées, se faisaient retirer l'enfant sans la moindre hésitation, et ce sans avoir même pu le voir ou le serrer contre elle. Aussitôt que la fille-mère avait accouché de son enfant, elle était séparée immédiatement de son bébé. Et le bébé, lui, était descendu dans un monte-charge jusqu'au rez-de-chaussée pour être baptisé. La fille-mère ne voyait jamais son enfant. Et là, du coup, les deux fondations du scandale sont posées. D'un côté, on a une église toute puissante qui gère les services sociaux tels que les orphelinats, les écoles, etc. Et de l'autre, on a des milliers et des milliers d'orphelins qui ont été arrachés à leurs parents. Mais l'élément principal qui va mettre toute la machine en marche, c'est bien évidemment l'argent. En 1948, des subventions fédérales, soit des aides du gouvernement du Canada, sont mises en place pour les services de santé. En gros, les institutions, en très grande partie gérées par l'Église comme je l'ai dit, reçoivent de l'argent pour s'occuper des écoles, des orphelinats et des hôpitaux psychiatriques, afin de pouvoir subvenir aux besoins des personnes dont ils s'occupent convenablement. Le problème, c'est que l'aide pour un enfant en orphelinat était de 70 centimes par jour et par enfant, contre environ 2,25 $ canadiens par jour et par enfant, cette fois-ci en hôpital psychiatrique. Un enfant en hôpital psychiatrique rapportait donc 3 fois plus d'argent qu'un enfant placé en orphelinat. Mais du coup, ça va être le début de manigance entre, dans un premier temps, l'Église catholique du Québec, et deuxièmement, le gouvernement de Maurice Duplessis. Leur but, ça va être de mettre plus d'enfants en hôpitaux psychiatriques, et ce même illégalement, afin de toucher plus d'indemnités, cette fois-ci du gouvernement canadien. Les deux noms principaux à retenir sont ceux de Maurice Duplessis, Premier ministre qui dirigeait le Québec à cette époque, et dont son nom a été utilisé pour nommer cette sordide affaire. Et le second, le cardinal Paul-Émile Léger, soit deux des personnes derrière tout ça, deux personnes plus attirées par le gain que par la vie de milliers d'enfants. Les Sœurs de la Providence est une organisation catholique composée de bonnes sœurs. Celles-ci sont surtout actives dans tout ce qui concerne l'aide aux personnes dans le besoin, telles que les orphelins, les personnes pauvres, les personnes malades, etc.
Et c'est en 1946 que les Sœurs de la Providence décident de construire un nouvel édifice, destiné à aider les enfants dans le besoin. Celui-ci est nommé Mont-Providence, et c'est en partie ici, mais pas que les horreurs vont se produire quelques années plus tard. Mont-Providence est à l'origine une école pour les enfants dans le besoin, et dit éducable. Ces enfants pouvaient venir de différents endroits, crèches, orphelinats ou même hôpitaux psychiatriques. Le souci, c'est que construire un tel édifice et s'occuper de pas loin de 400 enfants, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Et de l'argent, les Sœurs de la Providence commencent à en manquer. Et c'est là que tout bascule. Maurice Duplessis et le cardinal Paul-Émile Léger font donc pression sur les Sœurs de la Providence. Leur but, c'est de transformer Mont-Providence, qui je le rappelle est une école, en hôpital psychiatrique, et ce afin de toucher plus d'aides de l'État. En faisant ça, le gain serait massif et immédiat. Et au début, les sœurs elles refusent parce qu'elles se demandent ce que vont devenir les enfants. Mais sous la pression et face à la réalité qui est qu'elles n'auront pas l'argent nécessaire pour continuer de gérer Mont-Providence, elles finissent par accepter. Et le 12 août 1954, l'arrêté ministériel est signé. L'établissement de Mont-Providence cesse d'être une école et devient un hôpital psychiatrique. Ce décret indique également que le gouvernement de Maurice Duplessis s'engage à donner 3 millions de dollars aux sœurs, et ce à condition qu'elles s'engagent à accueillir désormais 1000 enfants dits, et je mets des guillemets ici, mais malades mentaux. Et ce même jour, les 370 orphelins déjà présents dans l'établissement passent d'écoliers à malades mentaux. Et ça change tout pour eux. Car sur le plan juridique, administratif ou encore financier, c'est complètement différent. Ces enfants deviennent, en une signature, des patients, des malades. Déjà mis de côté car beaucoup étaient issus de grossesse hors mariage, ces enfants perdent un peu plus de droits avec la signature de ce décret. Et le fait que Mont-Providence devienne un hôpital psychiatrique signifie aussi qu'ils peuvent désormais administrer des traitements et utiliser jusque-là des méthodes réservées aux hôpitaux psychiatriques. Médicaments, isolement, camisole, sédation, mais aussi et surtout les contraindre à des travaux forcés, car dans les hôpitaux psychiatriques de l'époque, les patients étaient utilisés comme main-d'œuvre. Mais nous y reviendrons. Les religieuses du Mont-Providence, vêtues de noir en tant qu'éducatrices, s'habilleront désormais en blanc pour soigner les malades. La religieuse, qui est tout de blanc vêtue et qui tente de nous expliquer la situation, n'y arrive pas clairement. Parce que elle n'ose pas dire qu'on est devenus des fous, mais nous sommes considérés comme tels, de par le mandat que le Mont-Providence venait de se donner comme hôpital psychiatrique. Je mets la narration en pause 2 secondes, parce que je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais moi j'avoue que ça m'a profondément choqué. Donc là, on parle du fait qu'après la signature d'un arrêté ministériel, on a des enfants qui, en plus des orphelins qui avaient déjà une vie difficile, deviennent des malades mentaux. Ils sont internés en hôpital psychiatrique, ils perdent encore plus de droits, et tout est normal. Ça a posé de problème à personne à cette époque-là. Et ça, je trouve ça fou. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Bref, Mont-Providence est devenu avec le temps le symbole du scandale des orphelins de Duplessis, car cet établissement a complètement changé d'objectif en passant d'école à hôpital psychiatrique. Mais bien sûr qu'il n'allait pas s'arrêter à un établissement, il fallait obtenir plus d'argent, profiter encore plus des orphelins, et le stratagème va rapidement s'étendre à d'autres établissements. Et parmi les établissements impliqués dans le scandale des orphelins de Duplessis, on peut retrouver Mont-Providence, Baie-Saint-Paul, Huberdeau, qui lui n'était pas un hôpital psychiatrique mais où les souffrances ont été tout aussi terribles, mais il y a aussi Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Michel-Archange, Saint-Julien de Saint-Ferdinand d'Halifax et d'autres. Et les sévices vont être nombreux, terribles. Mais avant d'entrer plus en détail, je me dois de revenir rapidement sur les faux diagnostics établis par les médecins. Ces faux diagnostics qui permettaient de transférer ces enfants des orphelinats vers les hôpitaux psychiatriques, ou les établissements spécialisés. Ces dossiers falsifiés sur lesquels reposait tout ce système, et toute la supercherie faite pour toucher plus d'argent. Jacqueline Pearl-Ratier, une des orphelines de Duplessis, se souvient qu'on lui a demandé de dessiner un bonhomme. Elle, petite jeune fille de 10 ans à cette époque, avait alors décidé à la place de dessiner une dame, avec une petite jupe et des cheveux longs. Suite à ça, les mots, je cite, « arriéré mental » furent inscrits sur son dossier. Antoine Godbout, lui, se souvient qu'on lui a demandé de compter à l'envers de 8 à 0. Mais il n'avait jamais vraiment appris à le faire, Antoine ayant passé les premières années de sa vie dans des établissements surpeuplés, sans réelle éducation. Résultat, débilité mentale marquée noir sur blanc sur son dossier. Joseph Sylvestre, quant à lui, raconte que dans son dossier, les mots « un petit peu débile » y sont inscrits. Simplement car il s'était échappé à plusieurs reprises des institutions dans lesquelles il se trouvait. Et tout ça, ce n'est que des décennies plus tard que les orphelins de Duplessis vont le découvrir, car ce n'est que des années plus tard qu'ils ont pu consulter leurs dossiers médicaux, et ainsi découvrir que tout ce qu'ils avaient subi ne reposait que sur quelques mots mensongers écrits noir sur blanc,
Tout ce malheur, toute cette souffrance basée sur un mensonge. Et finalement, des dizaines d'années plus tard, une fois libérés de leur internement, les mots débile mental rouvraient les plaies. Dans mon dossier, c'est bien inscrit arriéré mental. Hey, j'avais 10 ans. J'étais pas une arriéré mentale. Pas vrai, ça. Non. Puis, dans un autre document, c'est marqué « apparent général médiocre ». Imagine, elle a 10 ans, médiocre. Moi, quand j'ai eu mon dossier en 94, puis que je l'ai lu, j'ai pleuré. J'ai fait des cauchemars, les rêves que je faisais, c'était terrible. C'est venu me chercher au plus profond de mon être. De tout ce que j'ai enduré, ce que j'ai subi. Et le sujet est déjà sombre, mais je vais entrer dans des témoignages qui sont encore plus violents, qui sont encore plus durs. Alors, je le fais ni par plaisir, ni par sensationnalisme, bien entendu, je le fais parce qu'il faut raconter cette histoire. Encore maintenant, les orphelins de Duplessis se battent pour qu'on raconte cette histoire et pour qu'elle ne soit pas oubliée. Et c'est un peu le but de ma chaîne, justement, de mettre en avant les choses autour de la santé mentale que généralement on met sous le tapis. Alors, je sais que c'est une partie qui peut être difficile pour certains et certaines, donc si vous vous sentez mal, si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas soit à faire une pause dans la vidéo, soit à aller directement à la partie 4. Je vais chapitrer la vidéo pour que ce soit plus simple et que vous puissiez directement aller à la partie suivante. Y a pas de souci, ne vous forcez pas si c'est trop dur. Pour revenir donc sur les sévices subis par ces milliers d'orphelins, on peut déjà tout d'abord parler de l'administration de médicaments. Joseph Sylvestre s'est vu administrer du Largactil et du Gardénal par exemple. Le premier étant un neuroleptique utilisé dans le traitement de certains troubles tels que la schizophrénie, certaines psychoses ou les troubles graves du comportement chez l'enfant, et le second médicament, le Gardénal, est un anticonvulsant utilisé principalement dans le traitement de l'épilepsie. Des médicaments étaient donc donnés à des enfants qui n'en avaient pas besoin, et sans diagnostic ou examen médical réel, des médicaments qui avaient pour but de les rendre plus dociles. Dans un autre témoignage, Antoine Godbout, dont on a déjà parlé, raconte que lorsqu'il retrouva sa mère, une fois donc sortie de l'hôpital, celle-ci lui avouera avoir tenté de le récupérer 2 fois, la seconde fois ayant été 1 an et demi après sa naissance. Désormais mariée au père d'Antoine, l'Église n'avait donc pas de raison de refuser. Pourtant, elle refusa. Durant des années, la mère d'Antoine fut persuadée que son fils avait déjà été adopté, jusqu'à ce que celui-ci ne la retrouve et ne lui apprenne la vérité. En plus de devenir non adoptables car ils étaient désormais considérés comme des malades mentaux, l'Église avait même refusé de rendre ses enfants à leurs parents. Et puis viennent les violences physiques. Jacqueline Pearl-Ratier se souvient avoir été frappée dans le dos et à la tête avec des barreaux de chaise. Elle se souvient qu'on lui a mis une camisole de force, qu'on l'a attachée à son lit, et qu'on lui jetait parfois des seaux d'eau glacée au visage pour soi-disant la calmer, ce qui bien évidemment provoquait l'effet inverse. Pierre Sanson, lui, se souvient que certains enfants ont subi des électrochocs, tandis que d'autres, eux, ont été contraints de manger leur vomi. Pour finir, Floribert Langis raconte s'être fait casser les 2 bras par des gardiens armés de barres de fer. L'humiliation et la violence étaient choses courantes dans ces établissements, mais les enfants servaient aussi de main-d'œuvre, notamment en s'occupant des personnes âgées véritablement atteintes de troubles psy. Des enfants de 8-10 ans qui faisaient la toilette à des personnes âgées, ou changeaient les draps souillés de ces mêmes personnes âgées. Des enfants qui travaillaient sous la contrainte, sans salaire et sans droit. Mais ce n'est pas fini car de nombreux témoignages d'orphelins de Duplessis remontent des violences sexuelles. Parfois elles étaient même pratiquées avec des objets. Hervé Bertrand a été victime de ces violences sexuelles. Il passera 1 mois à l'hôpital suite à l'une d'entre elles. Et clairement, il y avait des adultes qui savaient mais qui ont décidé de garder le silence, puisque garder le silence, ça leur permettait par exemple de garder leur emploi qui était de travailler dans ces hôpitaux. Et du coup, personne n'a rien dit. Pourquoi vous ne faisiez rien, dans le fond, pour empêcher ça? On ne pouvait pas. Vous pouviez pas, On ne pourquoi? pouvait pas, nous, on était des employés. Puis pour garder notre situation dans le temps, il fallait accepter le règlement qu'il y avait, pareil comme n'importe quel patient qu'il y avait à l'hôpital. On aimait notre travail et puis pour garder notre position, alors il fallait se taire. Alors comment un enfant déjà privé de famille dès le premier jour de sa naissance peut-il se construire quand à la place d'un foyer, d'une famille et d'une éducation, on l'enferme illégalement dans un hôpital psychiatrique au sein duquel l'humiliation, les violences physiques et sexuelles et les mauvais traitements sont monnaie courante? C'est tout bonnement impossible. Et cette souffrance, elle ne s'arrête pas en sortant, elle ne disparaît pas comme par magie lorsqu'une fois adultes, ils réussissent à quitter ces établissements. Ces années passées, ces années de souffrance, les orphelins de Duplessis vont les porter toute leur vie, et toute leur vie, ils vont se battre contre le gouvernement et contre l'Église catholique du Québec, afin que ce qu'ils ont subi puisse être reconnu et indemnisé. En fait, on ne leur a pas seulement volé leur enfance, comme certains disent. Toute cette histoire, ils vont en réalité la porter durant leur vie entière.
Là, elle a donné l'ordre au gardien de me punir. La punition, pour le moment, c'était l'humiliation. Tu sais, ils nous déshabillaient, là. Puis après nous déshabiller, j'ai vu des gardiens qui ont fait des drôles de touchements. Ils m'ont serré comme les parties, là, tu sais, là. Puis j'ai eu un coup de pied là. Là, j'ai tombé à terre, puis là, j'ai eu la camisole de force parce que j'existais. Puis là, j'ai été attaché sur un lit. Puis lui, il voulait savoir. J'ai dit, pourquoi il n'y a plus une dent dans la bouche, cet homme-là? Ben, elle dit, comptait assez de mensonges. Elle dit, fallait bien le punir d'une certaine façon, puis chaque mensonge, elle faisait enlever une dent. Une journée, j'ai posé la question. J'ai dit, Joseph, réponds franchement à ma question. As-tu peur d'eux autres? Il m'a répondu oui. J'ai dit, aie pas peur, Joseph. Ils peuvent rien contre toi. Absolument rien. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu me crois-tu? Bon, qu'ils peuvent rien contre toi. Bien, j'aurais toujours une certaine peur des communautés encore. Oui. Parce que moi, il y a des mots qui nous disaient quand on sortait de l'institution, vous allez retourner à l'asile. Vous allez retourner à l'asile. C'est ça qu'il a peur. Ça, j'ai tout eu peur de ça. Donc aujourd'hui, ils ne renferment plus des malades. Ils l'ont anéanti. Hein? Il y avait... Cet homme-là, là, moi, quand je l'ai eu, là, il était un être humain, point. Avec rien d'autre. Maurice Duplessis meurt en 1959. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui était très décrié et dont le terme « la grande noirceur » est utilisé pour décrire son second mandat. Mais c'est au début des années 60 que les choses vont changer au Québec, puisqu'au début des années 60 va se produire quelque chose qui s'appelle désormais la Révolution tranquille. Durant la Révolution tranquille, la société québécoise se transforme tandis que la place de l'Église s'efface progressivement. Et dans ce climat de changement, c'est au début des années 60 donc que plusieurs événements vont venir bousculer et faire avancer le milieu de la psychiatrie québécoise. En 1961, Jean-Charles Pagé publie un livre intitulé « Les fous crient au secours ». Interné à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, au sein duquel se trouvaient d'ailleurs également des orphelins de Duplessis, Jean-Charles Pagé raconte dans ce livre les horreurs qu'il a subies et vues pendant ces quelques mois d'internement. Révolté, il décide à sa sortie de l'hôpital d'écrire un livre et de devenir la voix de ces milliers d'internés qui ne peuvent faire entendre leur histoire. Puis en 1962, une commission d'enquête connue sous le nom de Commission Bédard voit le jour. Celle-ci a pour but d'analyser la situation des hôpitaux psychiatriques dans la province de Québec. Le rapport démontre bien entendu que les hôpitaux psychiatriques sont surpeuplés et que les diagnostics sont effectués sans aucun fondement scientifique. Ce rapport critique aussi les traitements largement dominés par la prière, les bonnes paroles, les menaces, les punitions et les sanctions. Et le résultat de cette commission est un tournant majeur dans l'histoire de la psychiatrie québécoise. Et c'est en 1972 qu'une loi intitulée « La loi sur la protection du malade mental » est adoptée. Et c'est suite au rapport déposé par la commission Bédard que beaucoup d'orphelins de Duplessis vont quitter l'hôpital psychiatrique dans lequel ils étaient internés. Alors ils vont pas retrouver non plus une vie normale, déjà puisqu'ils n'en ont jamais vraiment eu, de 1, de 2 parce que les séquelles sont toujours là bien évidemment, et de 3 puisque déjà beaucoup ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui savent le faire doivent de toute façon apprendre à découvrir un monde dont ils ne connaissent rien. Ils doivent s'intégrer dans une société dans laquelle ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais vraiment été libres, ils ne sont jamais sortis de l'hôpital psychiatrique, et du coup ils doivent tout apprendre de zéro. Et ainsi, du coup, une bonne partie de ces adultes possèdent un comportement semblable à celui d'un enfant ou d'un jeune adolescent. Ils ne savent pas ce qu'ils aiment ou encore ce qu'ils veulent faire. Certains vont entamer des thérapies, parfois même plusieurs thérapies. D'autres vont sombrer dans la pauvreté. Jacqueline Peulratier, dont on a déjà parlé, par exemple, se prostituera pour survivre. Elle perdra même la garde de ses 4 enfants. Et puis il y a ceux qui ont fini par développer de véritables troubles psychiatriques suite à ces années d'horreur, et qui malheureusement ne pourront jamais quitter l'hôpital. Heureusement, certains auront un peu plus de chance, certains vont retrouver leurs parents ou encore rencontrer une personne avec qui ils vont pouvoir partager leur vie. C'est le cas de Joseph Sylvestre dont on a également parlé. Mais même avec ça, la souffrance et la peur ne disparaissent pas. Puis les années passent, les orphelins tentent de vivre. Et c'est en 1991 que sort le livre Les enfants de Duplessis, écrit par Pauline Guil, qui raconte l'histoire d'Alice Quinton, qui a été internée à l'âge de 7 ans. Et du coup, suite à la sortie de ce livre, il y a beaucoup d'orphelins de Duplessis qui vont se rendre compte que ce qu'ils ont vécu n'était pas normal. Et il y en a beaucoup qui vont commencer à prendre la parole, ils vont commencer à se réunir et à parler de ce qu'ils ont vécu.
En 1992, Hervé Bertrand et plusieurs autres orphelins de Duplessis se réunissent sous le nom du Comité des orphelins et orphelines institutionnalisés de Duplessis. Ensemble, ils entament des démarches et parviennent à retrouver près de 1800 orphelins qui, comme eux, ont été placés injustement dans des hôpitaux psychiatriques, sur la base de faux diagnostics. L'affaire prend de l'ampleur, mais la bataille avec la justice, l'Église et le gouvernement va être longue, très longue. Et à cette époque, si les institutions religieuses ne vont pas nier le placement illégal d'enfants en hôpitaux psychiatriques, elles vont néanmoins nier le fait qu'il y ait eu des abus, mentaux, physiques ou sexuels. En mars 1999, le gouvernement du Québec présente des excuses publiques aux orphelins de Duplessis et offre une subvention de 300 000 $ canadiens. Un fonds de 3 millions de $ canadiens est également créé, celui-ci devant servir à aider environ 3000 victimes. Mais à ce moment-là, aucune compensation individuelle n'est prévue, car ce serait apparemment trop compliqué à mettre en place et à traiter. Mais finalement, le 30 juin 2001, soit presque 10 ans de lutte plus tard, le gouvernement fait une nouvelle offre aux orphelins. Ceux-ci pourront toucher une compensation fixe de 10 000 $ canadiens par personne, plus 1 000 $ canadiens par année d'incarcération injuste en hôpital psychiatrique, le plafond étant de 25 000 $ canadiens. 25 000 $ pour une vie brisée. Alors déjà, 25 000 $ canadiens pour tout ce qu'ils ont subi, c'est ridicule. Hein. On parle d'enfants arrachés à leurs parents, enfermés, dont le dossier médical a été falsifié par les médecins. On parle d'enfants battus ayant subi des violences sexuelles, d'enfants qui travaillaient gratuitement et qui ont rapporté des millions aux institutions religieuses et au gouvernement québécois, d'enfants inadaptés qui ont été remis en liberté dans un monde duquel ils ne connaissaient rien. Alors oui, 25 000 $ maximum contre une vie brisée, c'est ridicule et insultant. Et encore, cette offre, elle concernait uniquement les orphelins internés illégalement suite à un dossier médical falsifié. Et ce donc uniquement en hôpitaux psychiatriques. Tous les autres se trouvant dans des orphelinats ou dans des maisons de correction et ayant subi les mêmes violences n'entraient pas dans les critères leur permettant d'être indemnisés. Et vous savez, c'est quoi le pire avec cette offre ? C'est que pour toucher les 25 000 $ qui étaient proposés, les orphelins devaient signer une décharge qui leur interdisait de poursuivre l'État ou l'Église en justice, donc en gros c'était 25 000 $ contre leur silence. Et ça, c'est encore plus honteux. Mais il y a quand même beaucoup d'orphelins qui ont signé, et en réalité ça se comprend puisqu'ils étaient fatigués après 10 ans de lutte. Et il y en a d'autres qui ont aussi signé sous la contrainte puisqu'ils étaient obligés. Jacqueline Pearl-Ratier, dont on a déjà parlé par exemple, a été obligée de signer puisqu'elle vivait dans une pauvreté extrême. Moi j'ai signé cette quittance-là par obligation et non par choix. Moi, c'est par obligation, j'ai signé cette maudite quittance parce que je vivais dans la totale pauvreté totale. Je la vivais. En exigeant des victimes qui reçoivent une indemnité de renoncer à d'éventuelles poursuites judiciaires, c'est un véritable abus de droit. C'est un déni de justice que de demander ça. Une chose que je me dois de préciser aussi et qui est importante selon moi est que malgré ce qu'ils ont vécu, beaucoup d'orphelins de Duplessis sont restés croyants et sont restés des chrétiens pratiquants. Leur histoire et ce qu'ils dénoncent n'a pas pour but de pointer du doigt la religion ou de mettre toute la religion catholique dans le même panier. Comme l'a dit Hervé Bertrand lors d'une interview, je cite « Je prie pareil, je continue de croire, c'est la soutane qui nous a fait ça, pas Dieu. » Certains se souviennent de bonnes sœurs ayant été de leur côté, ou encore de prêtres leur ayant sauvé la vie. Je trouvais important de préciser qu'il ne faut pas rejeter la faute sur l'Église ou la religion dans son ensemble. Leur combat n'est pas contre la foi ou la chrétienté, il est contre un système au sein duquel politiques, médecins et communautés religieuses font partie du scandale. Un crime contre l'humanité. Priver un enfant de son évolution, de son éducation, d'une vie normale. Un jour, j'ai surpris un employé a abusé sexuellement d'un enfant. Et puis, moi, qu'un homme très doux, là, j'ai cassé la gueule. Alors, tout ça, ça a été, putain et moi, hein, un scandale. Mais moi, je voulais ouvrir les yeux des gens. J'aurais parlé, bon, les paroles, ça s'envole. Tandis que là, c'était un acte. Il fallait qu'il juge. J'ai eu une promotion. Ils m'ont mis dehors. Et maintenant, du coup, on en est où ? Premièrement, certains établissements tels que Mont-Providence existent toujours, mais ont changé de nom. Puis en 2010, la presse canadienne estime qu'uniquement 300 à 400 orphelins de Duplessis sont toujours vivants, leur espérance de vie étant bien en dessous de la moyenne nationale.
Désormais âgés d'environ 80 ans, les orphelins de Duplessis encore en vie continuent de se battre pour obtenir justice, mais aussi et surtout pour que leur histoire ne soit pas oubliée. Eux qui ont été mis de côté, cloisonnés, enfermés dès leur plus jeune âge, ont désormais peur d'une chose, l'oubli. En leur mémoire et comme marque de respect, il est donc important de parler de cette histoire. Une histoire qui n'est ni drôle ni agréable, une histoire tragique, mais qui ne doit pas disparaître. Et lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, mon but a toujours été, et est toujours d'ailleurs, de mettre en avant les sujets qui tournent autour de la santé mentale. C'est des sujets qui selon moi sont trop tabous, qu'on met trop sous le tapis, dont les gens ont honte ou peur, alors qu'ils doivent être connus. Et l'histoire des orphelins de Duplessis, c'est complètement ça, c'est une histoire qui est tragique, mais il faut qu'on la connaisse. C'est des histoires dont on doit parler afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a des abus dans le milieu psychiatrique, il y en a eu, il y en a d'ailleurs toujours dans certains endroits, mais du coup on doit en parler. Et du coup, l'histoire des orphelins de Duplessis, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, et je vous avoue que voir l'histoire de ces gens disparaître m'est inconcevable, donc j'étais obligé de traiter ce sujet. Les nouvelles sur les orphelins sont donc rares, mais en fouillant un peu, je suis retombé sur une vidéo Facebook datant de mars 2024, et dans laquelle on voit Hervé Bertrand, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, 80 ans passés, qui racontait son histoire à des étudiants. Une histoire qui, malgré les dizaines et les dizaines d'années, continue de l'habiter et de l'émouvoir. Puis je me suis demandé, que sont devenus Jacqueline Peul-Ratier, Antoine Godbout, Joseph Sylvestre, Pierre Sanson, Alice Quinton ou encore Floribert Langis? Que sont devenus tous ces enfants de Duplessis dont on ne connaît pas les noms et qui n'ont jamais pris la parole publiquement? Et en écrivant les dernières lignes de cette vidéo, je me souviens du reportage Les enfants de Duplessis, réalisé en 2003 par Marc Petitjean. Je me souviens de cet homme à la fin du reportage qui était filmé avec d'autres enfants de Duplessis et qui demandait, en rigolant, « Ça va aller jusqu'où ça? Ça va aller jusqu'en Europe ?» Et là, 22 ans plus tard, je suis en train de traiter ce sujet depuis la France. Alors évidemment, je suis pas le seul, mais oui, c'est bien aller jusqu'en Europe. J'ai jamais spécialement cherché à buzzer sur YouTube, je ne pensais déjà jamais atteindre autant d'abonnés. Mais pour la première fois, j'aurais aimé avoir plus d'audience afin que plus de monde puisse connaître leur histoire, puisque c'est ce pourquoi se battent les orphelins de Duplessis. Je lance une bouteille à la mer d'ailleurs, pour cette vidéo, j'aurais adoré interviewer un orphelin de Duplessis, et lui laisser la parole afin qu'il puisse raconter son histoire, leur histoire. Car même en fait, si je la raconte, je pense que c'est très dur d'imaginer ce qu'ils ont vécu, et ils sont aussi les personnes les mieux placées pour en parler. Mais étant donné que beaucoup sont décédés et que ceux encore là ont environ plus de 80 ans, et en plus vivent au Québec, j'ai pas trop su comment les retrouver ou comment contacter l'un d'entre eux. Alors je n'y crois pas vraiment, mais si par hasard un orphelin de Duplessis tombe sur cette vidéo et veut raconter son histoire, ou si vous connaissez un orphelin de Duplessis qui veut raconter son histoire, je vous laisse mon adresse mail en description et à l'écran. Et il est désormais temps de conclure cette vidéo. Avant toute chose, du coup, je tiens à remercier Amarok, un abonné qui m'a recommandé ce sujet l'année dernière, je crois. C'était super cool, merci à toi, je connaissais pas du tout l'histoire, et si tu passes sur cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Je vous mets mon adresse mail aussi pour ça, si vous souhaitez me suggérer des sujets, moi ça me fait super plaisir de voir ce que vous aimeriez que je traite sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me disant ce serait cool que tu traites ça, et j'étudierai ou je me renseignerai sur les histoires en question. Comme toujours, vous retrouverez les sources en description ainsi que des ouvrages qui traitent de sujets si jamais vous souhaitez vous les procurer. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, vous abonner, liker, c'est clairement ce qui permet aux vidéos des petits youtubeurs comme moi d'être mises en avant par YouTube. Et en réalité, plus que pour moi, j'espère surtout que cette vidéo fera quelques vues pour eux, car malgré l'horreur qu'ils ont vécue, leur peur actuelle, c'est surtout qu'on ne parle plus d'eux. Je vous en remercie infiniment de m'avoir écouté. C'est en espérant que le clergé va finir par faire quelque chose. Juste pour qu'on ait un petit bonheur avant de s'en aller dans l'au-delà. Parce que l'au-delà, ça ne doit pas être plus méchant qu'ici. Ça ne peut pas être plus méchant, ça j'y crois pas. C'est peut-être pour ça que je tiens à me suicider, en m'en aller dans l'au-delà. Alors, faut se battre contre les communautés religieuses, contre l'Église et contre le gouvernement. C'est une bataille qui n'aurait peut-être pas de fin, qui est inégale pour ces gens à ce diminuer-là. C'est très malheureux.